Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre notre cours sur les champignons et nous allons voir surtout les modes de reproduction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons, ils présentent une grande capacité de multiplication par spore en comparaison avec les autres organismes vivants. Et nous allons voir d'ailleurs les différents types de spores et la grande variété de spores que les champignons sont capables de produire. Alors la majorité des champignons sont capables de se reproduire soit par voie asexuée ou bien voie végétative ou bien par voie sexuée. Alors ces champignons qui ont les deux modes, on les appelle des champignons parfaits, c'est-à-dire ils ont le mode sexué et le mode asexué. Par contre, certains champignons, ils ne présentent que le mode asexué. Ces champignons, on les appelle des champignons imparfaits. Alors nous allons commencer par le mode asexué. Comment se fait la reproduction asexuée chez les champignons? Eh bien, essentiellement par spores qu'on appelle des spores asexués. Alors ces spores asexués peuvent être soit haploïdes, soit diploïdes, selon les espèces de champignons. Quel est le rôle de ces spores asexués? Eh bien, c'est surtout un rôle de dispersion, ce qu'on appelle aussi dissémination du champignon. Et ce mode asexué et se fait surtout en période favorable. Alors, il existe deux types de spores asexués. Les spores asexués endogènes, alors endo, ça veut dire qu'ils sont formés à l'intérieur de sporocystes. Donc endo signifie interne, intérieur. Alors, plusieurs exemples de spores endogènes, soit avec des flagelles, ce qu'on appelle des zoospores, soit sans flagelles, ou bien aplanospores. Vous avez sur ce schéma un exemple ici de zoospores, c'est-à-dire des spores flagellés qui sont formés à l'intérieur d'un sporocyste et après ils sont libérés à l'extérieur. Donc ces spores, bien sûr, ils ont besoin de l'eau pour se déplacer. Et ici, à droite, un exemple de champignon qui produit des spores sans flagelles, ou ce qu'on appelle des aplanospores. Alors ces spores ici existent chez les champignons terrestres et par conséquent, ils n'ont pas besoin de l'eau pour se déplacer. Deuxième type de spores asexués, ce sont les spores exogènes, qui peuvent être soit unicellulaires, soit pluricellulaires. Alors, exo, ça veut dire externe. Donc, ces spores exogènes ne se forment pas à l'intérieur d'un sporocyste, contrairement aux spores endogènes. Alors, comment ils se forment? Alors, on a plusieurs manières. 1, 2, 3, 4 manières. Soit par simple fragmentation, comme ici sur ce schéma à gauche. Alors, vous avez un filament mycélien et qui se coupe en petits morceaux. Et chaque petit morceau est une spore. C'est ce qu'on appelle des arthrospores. Deuxième mode, c'est par bourgeonnement. Alors, mode bourgeonnement, c'est le schéma que vous avez ici. Il existe des champignons, surtout les levures par exemple, comme Candida, qui sont capables de bourgeonner des petites cellules et après ils sont libérés. Alors ces petites cellules, ce sont des blastospores. Troisième mode, c'est par transformation d'une cellule végétative en spore. Alors c'est le cas ici. Certains champignons, leurs filaments mycéliens vont former des spores entourés d'une paroi épaisse et vont constituer ce qu'on appelle des chlamydospores. Et le dernier mode, c'est par formation d'un appareil conidien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appareil conidien? Vous avez ici les schémas de droite. Un appareil conidien, en fait, c'est l'extrémité des filaments mycéliens. Il va se transformer en conidiophore. Conidiophore, c'est-à-dire un pédoncule qui va porter des conidies. Phore, ça veut dire qui porte. Alors, il va porter des cellules plus ou moins en forme de bouteille, qu'on appelle des fialides. Et le noyau de ces fialides va se diviser plusieurs fois par mitose pour nous donner
une chaîne de petites spores qu'on appelle des conidiospores, ou bien conidies. Alors ces conidies, après, ils vont être, bien sûr, libérés, ils vont se détacher et transportés par le vent. Alors vous avez plusieurs exemples de champignons, champignons A, champignons B, C, D, etc. Et ce sont donc des champignons qui présentent cet appareil qu'on a appelé donc appareil conidien, donc formé par chaque fois un conidiophore, les phyalides et les conidies. Alors vous remarquez les différents types de formes de ces appareils conidiens. Alors ces conidies existent en grande quantité chez le groupe des ascomycètes. Le mode sexué maintenant. Le mode sexué se fait évidemment par production de gamètes, mais aussi par formation de spores qu'on appelle sexués. Alors quel est le rôle de ces spores sexués? C'est un rôle essentiellement de conservation et de résistance aux mauvaises conditions. Autrement dit, les champignons vont recourir à la formation de ces spores sexués pour résister aux mauvaises conditions. En fait, la reproduction sexuée chez les champignons, elle intervient surtout lorsque le thalle mycélien a atteint un certain degré de développement, donc une certaine maturité, il a accumulé suffisamment de réserves, et souvent lorsque le milieu est épuisé, c'est-à-dire est pauvre en matière organique, manque de ressources nutritives. C'est un peu ce qu'on appelle les conditions défavorables. Autrement dit, beaucoup de champignons ne font intervenir le mode sexué que lorsque les conditions sont défavorables. Alors que si les conditions sont favorables, au contraire, ils vont choisir le mode asexué. Alors, les champignons présentent plusieurs modes de gamie. Alors, certains champignons peu évolués, qu'on appelle champignons inférieurs, peuvent former des gamètes. Et dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs modes de gamie, 1, 2, 3, 4 modes de gamie ici. Le mode isogamie, c'est-à-dire que les gamètes mâles et gamètes femelles sont flagellés et tout à fait identiques, ou bien le mode anisogamie, ou bien planogamie anisogame, c'est-à-dire des gamètes mâles et gamètes femelles qui sont tous les deux flagellés et qui sont différents par la taille, anisogamie. Alors vous avez ici bien sûr le sporocyste ou bien oogone, sporocyste femelle, qu'on peut appeler chez les champignons oogone, et ici le gamétocyste mâle, ici, ou spermatocyste, qui produit les gamètes mâles. Le troisième mode de gamie chez les champignons, c'est l'oogamie typique. Alors pourquoi typique? Parce que certains champignons présentent un autre type d'oogamie qu'on appelle oogamie siphonogame. Alors d'abord, l'oogamie typique. Sur ce schéma-là, à droite, vous avez des gamétocystes femelles avec l'oosphère au milieu, et le gamétocyste femelle avec plusieurs gamètes mâles à l'intérieur. Alors, les gamètes mâles vont être libérés vers l'extérieur, ils sont flagellés, donc ils ont besoin de l'eau pour aller féconder l'oosphère. Donc ce type de gamie, comme on l'a déjà vu chez les algues et aussi comme il existe chez les bryophytes et chez les ptéridophytes, c'est ce qu'on appelle une oogamie, c'est-à-dire une gamie qui fait intervenir des gamètes mâles petits, flagellés, et un gamète femelle de plus grande taille et immobile. C'est une oogamie typique. Alors pourquoi typique? Parce qu'elle est différente de cette oogamie qu'on appelle oogamie siphonogame. Attention, il ne faut pas confondre ça avec siphonogamie, qui existe chez les gymnospermes et les angiospermes. Ici, je parle d'une oogamie siphonogame. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez ici le gamétocyste mâle, avec les gamètes mâles à l'intérieur, et ici le gamétocyste femelle ou bien oogone avec l'oosphère, gamète femelle. On parle d'oosphère lorsqu'il s'agit d'un seul gamète femelle. D'accord? Alors, ici, dans ce cas,
les gamètes mâles ne sont pas libérés comme ici, dans le milieu extérieur. Donc, ils n'ont plus besoin de l'eau. Alors, comment ils vont aller vers le gamète femelle? Eh bien, à travers un tube ou un siphon copulateur. C'est-à-dire qu'il y a un petit tube qui se forme entre gamétocyste mâle et gamétocyste femelle pour permettre au gamète mâle de circuler vers le gamète femelle et donner donc un zygote. Alors, ce type de gamie s'appelle oogamie siphonogame parce qu'il y a ce petit siphon qui fait la liaison entre les deux gamétocystes. Alors, voici un autre schéma qui vous explique cette oogamie siphonogame. Donc, on a ici en bleu ciel le gamétocyste femelle avec les gamètes femelles ou bien oosphères ici au milieu et les gamétocystes mâles, ici colorés en violet, donc avec plusieurs gamètes mâles à l'intérieur. Et la formation ici du siphon copulateur et le passage des gamètes mâles vers les oosphères pour donner un zygote. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une oogamie siphonogame, parce qu'il y a justement ce siphon qui permet donc le passage des gamètes mâles vers les gamètes femelles. Alors, d'autres champignons sont capables de se reproduire, mais sans former de véritables gamètes, c'est-à-dire des gamètes flagellées, etc., comme on vient de le voir. Alors, ces champignons peuvent se reproduire soit par mode cystogamie, c'est-à-dire formation dans ce cas-là de zygospores. Alors, comment ça se fait, ce mode de cystogamie? Eh bien, il s'agit de champignons filamenteuses, donc qui ont un mycélium, donc un mycélium moins et un mycélium plus, c'est-à-dire deux mycéliums de sexe opposé, comme mâle et femelle, si vous voulez, et qui vont, chaque filament mycélien va former un gamétocyste moins et un gamétocyste plus. Et ces deux gamétocystes vont fusionner. Donc ce sont les gamétocystes qui fusionnent. Donc il n'y a pas de formation de gamètes. Donc les gamétocystes vont fusionner et produire un zygote. Et ce zygote, il va s'entourer par une paroi très épaisse et former ce qu'on appelle une zygospore. Pourquoi cette formation de paroi épaisse? C'est pour résister aux mauvaises conditions. Alors ce mode, c'est ce qu'on appelle une cystogamie ou bien une conjugaison. C'est le même mode qu'on a déjà vu chez les algues. D'autres champignons qui sont plus évolués, qu'on appelle des champignons supérieurs, ils présentent d'autres modes de gamie. Soit la trichogamie, qu'on a déjà vu d'ailleurs chez les algues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la trichogamie? Il y a un mot trichogyne. Alors, trichogyne, c'est ce filament ou ce tube que vous avez ici, qui va être formé par le gamétocyste femelle. Alors, le gamétocyste femelle, qu'on appelle, je répète, ascogone, c'est les champignons. Alors, l'ascogone, il va former ce tube, pourquoi? Pour aller faire la connexion avec le gamétocyste mâle ici, qu'on appelle aussi spermatocyste. Alors, ce trichogyne, c'est ce filament ici, ce tube, qui va permettre le passage des gamètes mâles, ou des noyaux mâles ici, vers les gamètes femelles. Donc, vous suivez le sens de la flèche ici. Donc, ce mode de fécondation, ça s'appelle une trichogamie. Ça existe chez les champignons évolués et ça existe aussi chez certaines algues, notamment les algues rouges, qu'on a déjà vues. Un autre mode de gamie chez les champignons évolués, c'est la pyritogamie ou bien plasmogamie. Allez, rappelez-vous ce mode de gamie qu'on a déjà vu au niveau de la première partie de ce cours. Plasmogamie, ça signifie fusion des cytoplasmes et non pas fusion de noyaux. Alors ce mode, je vous ai déjà expliqué comment il se forme. Donc c'est par fusion en fait des filaments mycéliens. Donc filaments mycéliens par leurs cellules apicales et nous avons fusion de cytoplasme, mais pas de fusion de noyaux. Alors la fusion des noyaux, il se fait après, bien après, et ce mode-là, on l'appelle dans ce cas-là une karyogamie. Ça veut dire que la plasmogamie, nous allons le voir tout à l'heure dans les cycles, est toujours suivie après par une karyogamie, c'est-à-dire fusion des noyaux dans ce cas-là et non pas fusion des cytoplasmes. Donc il y a d'abord fusion de cytoplasme, suivi ensuite par la fusion des noyaux. Dernier mode qu'on trouve chez les champignons évolués, c'est
talogamie. Alors ça existe essentiellement chez les levures. Alors les levures, ce sont des champignons ascomycètes unicellulaires. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de fusion de deux cellules, puisque ce sont des champignons unicellulaires, donc le tal il est unicellulaire. Donc un tal unicellulaire moins et un tal unicellulaire plus vont fusionner, et donc ça c'est ce qu'on appelle une talogamie ou bien une conjugaison. Ils vont nous donner donc un zygote diploïde, et ce zygote diploïde va se diviser par mitose pour donner cette colonie secondaire diploïde, qui après va former des asques qui vont subir, dans le noyau diploïde va subir la méiose et donner donc des spores, et ces spores haploïdes vont germer pour donner une autre colonie qui est haploïde cette fois-ci, et le cycle continue. Et on arrive donc à la production de spores sexués. Donc comme je vous disais, les champignons peuvent se reproduire par mode sexué, soit à l'aide de gamètes, comme on vient de le voir, on a vu plusieurs modes de gamie, mais aussi par spores, cette fois-ci sexués. Alors faites attention, ne confondez pas avec les spores asexués. Alors, les spores asexués sont de deux types. D'abord des spores de résistance, diploïdes, qu'on appelle des zygospores. En fait, il s'agit de zygotes, là comme sur cette photo par exemple, ces zygotes qui sont formés, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors ces zygotes, entourés par une paroi très épaisse, et ils vont donner une zygospore. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la cystogamie, du mode cystogamie. Donc cette zygospore, c'est une spore sexuée, diploïde, parce que c'est un zygote. En général, le zygote, il est diploïde. Donc il va résister aux mauvaises conditions. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les spores sexués, leur rôle, c'est surtout la résistance aux mauvaises conditions. Sur ce schéma de droite, c'est la même chose. Après fécondation, on a des zygotes qui vont se former ici. Chaque zygote va s'entourer d'une paroi très épaisse et nous donner donc une zygospore, ce qu'on peut appeler aussi oospores, qui sont toujours diploïdes et qui peuvent résister aux mauvaises conditions. Le deuxième type de spores sexués, ce sont des spores qu'on appelle méiotiques, c'est-à-dire qui proviennent d'une méiose. Alors ces spores par conséquent, ils sont haploïdes parce qu'ils proviennent d'une méiose. Alors, on a deux types de spores méiotiques, soit des ascospores, soit des basidiospores. Les ascospores existent chez les ascomycètes et les basidiospores, ils sont formés par les basidiomycètes. Donc les ascospores chez les ascomycètes et les basidiospores chez les basidiomycètes. Alors comment se forment ces ascospores? Alors vous avez ici un filament mycélien dikaryotique, c'est-à-dire avec deux noyaux par cellule, et la cellule terminale, il va se transformer, qu'on appelle une cellule ascogène. Alors les deux noyaux de sexe opposé de cette cellule ascogène vont fusionner. Donc c'est une karyogamie. Et cette cellule ascogène va s'allonger, va se dilater pour donner un jeune asque dont le noyau diploïde va subir la méiose. Alors comme vous le savez, il y a deux divisions dans une méiose. Il y a la division chromatique, la réduction chromatique en deux, et ensuite suivie par une mitose équationnelle. Le résultat, c'est 4 noyaux haploïdes. Donc ça, c'est la méiose, et suivi d'une mitose, donc pour obtenir enfin 4 spores haploïdes. Alors ces spores haploïdes, chacune, ils vont s'aligner, comme vous le voyez ici, dans l'asque, et chacune va s'entourer par une paroi, et une fois qu'ils sont mûrs, ils peuvent être libérés par ouverture de cet asque. Alors ces spores que vous avez ici, 8 on les appelle des ascospores. Donc ce sont des spores qui proviennent d'une méiose, et par conséquent, ils sont haploïdes. Donc voilà comment se forment les ascospores chez les ascomycètes ou ascomycota. Pour les basidiomycota, eh bien c'est à peu près pareil. Vous avez un filament mycélien, donc surtout la cellule terminale, avec ces deux noyaux, alors qui vont bien sûr fusionner, karyogamie, et le noyau diploïde va subir la méiose pour donner 4 noyaux haploïdes qui vont migrer vers l'extrémité de cette cellule qu'on appelle la baside,
Donc c'est de grosses cellules en massue ici, c'est une baside. Et donc ces noyaux qui migrent, ils vont former des petites spores haploïdes qu'on appelle des basidiospores. Donc ici, il y a 4 basidiospores parce qu'il n'y a pas de mitose, comme ici. Contrairement aux ascomycètes, les basidiomycètes, ils ont seulement la méiose. Donc ça forme 4 basidiospores. Bon, parfois, on peut trouver seulement 2 basidiospores par anomalie chez certains genres de champignons. Voilà donc le deuxième type de spore sexué méiotique, haploïde. Alors, quel est le rôle de ces spores sexués et de ces spores asexués? Donc, vous avez ce schéma-là qui vous résume ce rôle et qui vous donne une idée donc sur la fonction de ces spores sexués et les spores asexués chez les champignons. Alors, lorsque les conditions sont favorables, par exemple, pour un champignon, comme je viens de l'expliquer, il va choisir surtout le mode asexué par spore. C'est ce qu'on appelle des formes anamorphes. Alors, donc ces spores, ils ont un rôle essentiellement de dispersion ou de dissémination. C'est pour ça que vous avez la flèche ici, très épaisse ici à la base, lorsque les conditions sont favorables. À mesure que les conditions changent et deviennent défavorables, eh bien, suivez le sens de la flèche, le champignon va se reproduire par mode sexué dans cette fois-ci. C'est ce qu'on appelle des formes téléomorphes, c'est-à-dire des formes sexuées. Alors, dans ce cas-là, ces formes sexuées, ils ont surtout un rôle de conservation et de résistance aux mauvaises conditions. Donc c'est pour ça que vous avez ici la flèche très épaisse ici, et il va se réduire en allant lorsque les conditions deviennent favorables. Donc voilà, vous avez un résumé ici du rôle des spores sexués et asexués selon les conditions. Les caractéristiques des spores sexués et des spores asexués, ils sont résumés ici dans ce tableau. C'est pour pouvoir comparer les caractéristiques de ces deux types de spores. Alors les spores asexués, je rappelle, ils ont un rôle de dispersion. Par contre, les spores sexués, ils ont un rôle de conservation et de résistance aux mauvaises conditions. Donc les spores asexués, en général, ils ont des formes très variables. Il y a plusieurs types, c'est ce que nous avons vu, les endospores, les exospores. Par contre, les spores sexués, ils ont des formes très limitées. On a vu deux formes, rappelez-vous, les zygospores et les spores méiotiques. Les spores asexuées sont généralement produites en très grand nombre. Par contre, les spores asexuées sont produites en petit nombre. Les spores asexuées sont de petite taille. Par contre, les spores sexuées sont de grande taille. Les spores asexués n'accumulent pas de réserves, contrairement aux spores sexués qui accumulent beaucoup de réserves parce qu'ils doivent résister aux mauvaises conditions. Et enfin, les spores asexués ne passent pas par une phase de dormance, c'est-à-dire ils germent directement, sans attendre. Par contre, les spores sexués, au contraire, ils passent par une phase ou une période de dormance, c'est-à-dire de résistance, en attendant que les conditions redeviennent favorables pour germer à nouveau. Et on va terminer avec quelques exemples de cycles de développement chez les champignons. Alors les champignons possèdent plusieurs types de cycles de développement. Alors je vais vous donner 3 exemples de cycles de développement. Je commence par le cycle monogénétique haploïde. Alors rappelez-vous, cycle monogénétique qu'on a déjà vu chez les algues, ça veut dire avec une seule génération. Alors il est haploïde parce que la phase haploïde est dominante par rapport à la phase diploïde. Alors exemple ici qu'on va prendre, c'est un champignon qu'on appelle Rhizopus, c'est la moisissure du pin. Voilà, tout le monde connaît cette moisissure qui se développe sur le pin abandonné. C'est une zygomycota. Alors son cycle est le suivant. Alors sur le pin par exemple, on peut avoir donc développement de certains spores, ils peuvent germer et nous donner donc des filaments mycéliens. Alors ces filaments mycéliens peuvent se fixer sur le pin grâce à des rhizoïdes et ils peuvent former ces stolons, c'est-à-dire des filaments horizontaux et se disperser au niveau du pin par exemple. Alors lorsque les conditions sont favorables,
ces filaments mycéliens vont former des sporocystes, que vous voyez ici comme des taches noirâtres. Alors dans ces sporocystes, il va y avoir formation de plusieurs spores, des aplanospores sans flagelle, et bien sûr chaque spore peut redonner un nouveau filament mycélien. Donc ça c'est la reproduction asexuée, lorsque les conditions sont favorables. Donc il se fait essentiellement par spore. Par contre, si les conditions sont maintenant changent ou redeviennent défavorables, alors regardez, suivez cette flèche-là. Alors, deux filaments mycéliens, plus et moins, c'est-à-dire de sexe opposé, ils vont se rapprocher et il va y avoir fusion de gamétocystes. C'est ce qu'on a appelé une cystogamie, rappelez-vous. Donc cette cystogamie, il va nous produire un zygote. Donc ici, le trait, on passe de phase N, parce que ce sont des filaments haploïdes, ici tout ça c'est haploïde, on va passer à 2N ici. Donc un zygospore, donc ce zygote va se développer en zygospore, c'est-à-dire il va développer une paroi très épaisse, parce que ce zygospore va résister aux mauvaises conditions. Alors au début, on a N plus N, c'est-à-dire les deux noyaux n'ont pas encore fusionné. Une fois qu'ils fusionnent, ils vont nous donner un zygote diploïde. Alors ce zygote diploïde, il peut passer la mauvaise saison et une fois que les conditions redeviennent favorables, eh bien il va germer en subissant la méiose. Donc cette méiose, c'est ce qu'on appelle une méiose zygotique. C'est comme celle qu'on a vue chez les algues, chez certains algues. Zygotique, c'est-à-dire c'est le zygote qui va subir la méiose. Alors un zygote qui subit la méiose, bah, bien sûr, il va donner des cellules haploïdes et ces cellules haploïdes, donc après, ils vont être libérés. Donc ce sont des spores haploïdes qui proviennent donc de la méiose. Et les spores haploïdes vont germer pour donner des filaments mycéliens haploïdes. Donc ça c'est un cycle monogénétique. Ça veut dire qu'on a une seule génération et haploïde parce que seul le zygote est diploïde et tout le reste est haploïde. Deuxième exemple, c'est le cycle monogénétique. Alors, ça, c'est le cycle monogénétique haploïde, c'est le même chez Rhizopus, mais simplement avec des couleurs ici. Donc, on a ici, lorsque les conditions sont favorables, on a surtout le mode de reproduction asexuée que je vous ai expliqué par spore. Et si les conditions sont défavorables, vous avez ce cycle-là, le cycle sexué, c'est-à-dire les deux types de filaments mycéliens donc, qui vont fusionner par cystogamie. D'accord? Et après donner un zygospore, et le zygospore qui va subir la méiose et donner des spores haploïdes. Cycle digénétique haplodiploïde, c'est-à-dire un cycle avec deux générations, un gamétophyte et un sporophyte. Et haplodiploïde parce que les deux phases sont dominantes, la phase haploïde et la phase diploïde. On a pris ici l'exemple d'un champignon qu'on appelle Allomyces. C'est une Chytridiomycota. Rappelez-vous, donc ces champignons en général qui présentent des cellules flagellées et qui peuvent vivre en milieu aquatique. Alors voici le cycle de ce champignon, Allomyces. Alors vous avez à droite un gamétophyte, c'est-à-dire des filaments mycéliens très développés. Alors ces filaments mycéliens vont former des gamétocystes. Alors vous avez ici gamétocyste en bas, par exemple gamétocyste mâle, et ici gamétocyste femelle. Alors ils vont nous produire des gamètes femelles qui sont tous les deux flagellés, mais qui sont différents. Ça veut dire que le mode de gamète ici, c'est une anisogamie. Alors remarquez bien, les gamètes sont flagellés. Comme je vous disais, les chytridiomycètes sont les rares champignons qui présentent encore des cellules flagellées. Alors, formation de zygote ou bien œuf, et ce zygote, après diploïde, va germer pour donner donc un filament, un jeune filament mycélien. Et ce jeune filament mycélien va grandir, va se développer encore plus et nous donner un grand mycélium filamenteux diploïde, qui est en fait le sporophyte. Alors, pourquoi le sporophyte? Alors, regardez, donc si les conditions sont favorables, ce sporocyste va former ce sporophyte, pardon, va former des sporocystes ici, ce sont ces cellules que vous avez ici. Un sporocyste, c'est-à-dire une grande cellule qui va former
par mitose des spores. Alors il s'agit ici de spores flagellés, donc des zoospores diploïdes. Alors ces zoospores diploïdes peuvent donner directement le même type de mycélium diploïde. Donc c'est une reproduction asexuée. Donc ce sporophyte peut produire des spores diploïdes flagellés. C'est une reproduction asexuée, végétative. Ou bien, il peut produire un autre type de spore. Regardez ici ce qui se passe après la méiose cette fois-ci. Alors ici, il y a seulement une mitose, c'est des mitoses. Par contre, il peut aussi former des spores haploïdes suite à l'intervention d'une méiose. Alors, vous avez un sporocyste qui va se former, pareil, et il va nous donner après la méiose des cellules, des spores haploïdes, qui sont également flagellés, ils vont germer, et après nous donner un jeune mycélium haploïde qui va se développer pour donner à nouveau un gamétophyte. Donc on a deux types de génération, un gamétophyte haploïde, qui est bien présent, dominant, et un sporophyte diploïde qui est également assez dominant. Donc c'est un cycle digénétique, haplodiploïde. Vous avez ici la phase AN et ici la phase A2N. Un autre exemple de cycle, c'est le cycle trigénétique haplodiploïde. Alors trigénétique, je vous rappelle, avec 3 générations, c'est-à-dire un gamétophyte, un sporophyte primaire et un sporophyte secondaire. Haplodiploïde parce qu'on va avoir les deux faces. Alors l'exemple, c'est l'exemple d'un ascomycota, un ascomycète, la pésise par exemple. Alors je vais vous montrer un exemple ici. Donc sur ce schéma, on part de spores à l'intérieur du sol. Là, on est dans le sol. Et ici, on est à l'extérieur du sol. Alors cette pésise, c'est un champignon qui se présente comme ça, comme une coupe. Alors les spores dans le sol, spores plus ou spores moins, c'est-à-dire des spores de sexe opposé, eh bien ils vont germer pour donner des filaments mycéliens haploïdes, parce que les spores sont haploïdes. D'accord? Donc ce filament monokaryotique, c'est-à-dire avec un seul noyau par cellule, donc un filament monokaryotique plus, il va former des gamétocystes, par exemple gamétocyste plus ou bien gamétocyste mâle. Et l'autre filament moins, ou bien femelle, comme vous voulez, va former ces filaments monokaryotiques haploïdes qui vont former des gamétocystes femelles. Alors la formation de ce trichogyne, rappelez-vous, va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une trichogamie, c'est-à-dire les gamètes plus ici vont aller vers se mélanger avec les gamètes femelles à travers ce tube. Ça, c'est ce qu'on appelle une plasmogamie, c'est-à-dire fusion de cytoplasme uniquement. Il n'y a pas encore fusion de noyaux ici. Donc il y a un mélange de noyaux plus et des noyaux moins ici. Alors ce mélange va après nous donner des filaments qu'on appelle dikaryotiques. Rappelez-vous, la plasmogamie, il nous permet de passer de filaments monokaryotiques haploïdes à des filaments dikaryotiques, c'est-à-dire des filaments où les cellules ont deux noyaux. Donc vous voyez d'ailleurs, il y a un noyau noir et un noyau blanc. Ça dépend de son origine. Donc deux noyaux par cellule. Ce sont des filaments dikaryotiques. Alors ces filaments dikaryotiques, ils vont se développer, ils vont se ramifier, etc. Et avec les filaments aussi monokaryotiques, l'ensemble vont nous former donc cette structure de reproduction qu'on appelle une apotycie, ou bien ce qu'on appelle un ascocarpe. Rappelez-vous, lors de la première partie, je vous ai parlé de l'ascocarpe. Alors c'est quoi l'ascocarpe? C'est une structure de reproduction aérienne, donc il est externe du sol, et c'est elle qui va, alors regardons ce qui se passe dans cet ascocarpe. Alors la cellule terminale de ces filaments dikaryotiques, pas les filaments monokaryotiques, uniquement les filaments dikaryotiques. Alors la cellule terminale, il va subir la fécondation, c'est-à-dire la karyogamie, c'est-à-dire que les deux noyaux vont fusionner. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la formation des ascospores. Donc les deux noyaux vont fusionner, c'est une karyogamie, ça va nous donner voilà un noyau diploïde, on le voit ici, karyogamie, et ce noyau diploïde va subir la méiose. Donc il y a la méiose, il y a d'abord 4 noyaux haploïdes, suivis d'une mitose, et le résultat final, ça nous donne 4 ascospores alignés comme ça dans un asque. C'est ce qu'on vient de voir à un instant. Donc nous avons ici plusieurs asques, et chacun contient 8 ascospores haploïdes.
Donc ça, c'est ce qui se passe chez les ascomycota. Et ces ascospores, après, lorsqu'ils sont mûrs, ils vont être libérés, ils vont revenir, vont tomber sur le sol et germer, et le cycle va tourner. Alors, ce que vous voyez ici à droite, ici, vous avez le détail de cette partie. Par exemple, ici, vous avez le gamétocyste mâle, celui-ci, qui vient de la spore plus, et ici, le gamétocyste femelle, ici, qui vient de la spore moins. Alors, la formation du trichogyne, rappelez-vous, de ce crochet, ce tube qui va aller rejoindre le gamétocyste mâle, et après, on a donc, et bien sûr, le passage de ces noyaux noirs qui vont se mélanger avec les noyaux blancs, ici. Tout ça, ça se fait ici. Voilà, c'est ce qu'on a ici, on le voit très bien, donc la suite. Et après, ces noyaux noirs et blancs, ou là, plus et moins, comme vous voulez, ils vont commencer donc à nous donner des filaments dikaryotiques. Donc les deux noyaux, ils se divisent en même temps, et ces filaments vont continuer à se diviser, c'est ce que vous avez ici. Donc ça vous explique l'obtention de ces filaments dikaryotiques, et après la formation de ce que j'ai appelé l'ascocarpe, ou bien l'apotycie. Alors, dans ce cycle, on a combien de générations? Eh bien, on a 3 générations. Donc, on a le filament mycélien monokaryotique haploïde, ça, c'est le gamétophyte, ça, c'est ce qu'on appelle les gamétophytes, génération gamétophyte, plus ou moins, peu importe, c'est comme mâle et femelle, mais c'est le gamétophyte. Après, nous avons ici ces filaments dikaryotiques, ça, c'est ce qu'on appelle le sporophyte primaire, à dikaryon, c'est-à-dire N plus N. Ça, le gamétophyte sont à N, les filaments dikaryotiques sont à N plus N, et enfin, lorsqu'il y a la karyogamie, ici, lorsqu'il y a formation de noyaux diploïdes, ici on parle de sporophyte secondaire, donc de sporophyte diploïde. Donc ça, c'est un sporophyte à dikaryon, à N plus N, et ça, c'est un sporophyte à 2N. Alors sur ce schéma, on voit bien les 3 générations. Alors la première génération, c'est ça, c'est le mycélium, c'est ce mycélium-là, haploïde, à N, N ou bien N', N c'est pour par exemple moins et N' c'est pour plus, d'accord? Ça donc c'est le gamétophyte qui va subir la plasmogamie ici, et il va nous donner le mycélium dikaryotique qu'on a appelé sporophyte primaire, d'accord? N plus N. Et après, il y a l'intervention de la karyogamie ici, pour donc fusion des noyaux, pour nous donner un mycélium diploïde à 2N ici. Et ça correspond au sporophyte secondaire. Donc on a les 3 générations, gamétophyte, sporophyte primaire et sporophyte secondaire. Dernier exemple, c'est cycle trigénétique haplodiploïde, mais cette fois-ci chez... Alors, les ascomycètes, ça, sur ce schéma, c'est le même cycle que tout à l'heure, simplement ici avec des couleurs. Bon, on voit bien, lorsque les conditions sont favorables, eh bien, ce champignon ascomycète va choisir le mode asexué par des conidies. Alors, ça vous rappelle ici ce qu'on vient de voir, formation de conidiophores, de phyalides et de conidies. Alors, ces conidies vont rapidement donner des filaments mycéliens identiques, donc c'est une reproduction asexuée, ça c'est lorsque les conditions sont favorables. C'est le mode le plus courant, le plus fréquent, si les conditions sont bonnes. Par contre, si les conditions changent et deviennent défavorables, ben c'est le mode sexué. Alors dans ce mode sexué que je vous ai expliqué, donc les deux filaments dans le sol, bien sûr, les spores, spores plus, spores moins, qui vont donner des filaments mycéliens monokaryotiques, la formation du gamétocyste mâle ou bien antirédie, gamétocyste femelle ou bien ascogol, la formation, après la plasmogamie, la formation donc de filaments dikaryotiques, rappelez-vous, donc il y a la plasmogamie, fusion des cytoplasmes uniquement, les filaments dikaryotiques. Après, ces filaments dikaryotiques vont se développer, vont se ramifier, etc. Ils vont nous donner l'ascogone ou l'ascocarpe ici, à N plus N. Donc on passe de N à N plus N après la plasmogamie. Donc ça, c'est le sporophyte qu'on a appelé secondaire. Donc on est passé de gamétophyte au sporophyte secondaire ici. Et après, l'extrémité, comme je vous ai expliqué, les deux cellules vont fusionner, c'est la karyogamie. On a donné un noyau diploïde qui va subir la méiose. Donc il y a la karyogamie. Après la karyogamie, on passe à 2N. Donc ça, c'est le sporophyte secondaire ici, avec un noyau diploïde. Et après, la méiose, ça nous donne donc des cellules haploïdes
ce sont des spores haploïdes, donc des ascospores. Et voilà, ils sont libérés ici et rebelote. On revient au démarrage ici, donc ils vont regermer pour donner à nouveau des gamétophytes. Donc les gamétophytes ici, monocaryotiques haploïdes, AN. Ici, le sporophyte secondaire, le sporophyte primaire, pardon, qui a N plus N, il est à 10 caryons. Et enfin, ici, le sporophyte secondaire, après la karyogamie, le sporophyte secondaire qui est diploïde, il est à 2N. Donc, ce qui est important sur ce schéma, il faut voir que dans la reproduction sexuée, nous avons trois phénomènes. La plasmogamie, suivie par la karyogamie, suivie par la méiose. Donc, ces trois phénomènes sont très importants lors de la reproduction sexuée. Alors, le dernier exemple, c'est cycle trigénétique, mais cette fois-ci chez une Basidiomycota. Alors, on a pris l'exemple de Agaricus, qui est un champignon comestible très connu. Alors, on peut le voir sur ce schéma-là en blanc et noir, c'est-à-dire là, c'est pour vous placer. Alors, on est dans le sol, comme toujours. On a des spores dans le sol, des basidiospores, soit A, soit grand A, ou bien plus et moins, c'est pareil, hein, petit a ou petit ou grand A, ou bien moins et plus, ou bien mâle et femelle, c'est-à-dire l'essentiel, ce sont des spores de sexe opposé, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire des sexes, des spores qui ont des sexes complémentaires, sinon ça ne marche pas. Alors comment ça se passe chez les basidiomycètes ici? Eh bien, regardez bien, donc la spore va germer pour donner un filament monocaryotique, haploïde, la même chose pour la spore grand A, un filament monocaryotique ici. Et regardez ce qui se passe ici. Alors les deux extrémités des filaments monocaryotiques vont fusionner. C'est ce qu'on appelait une péritogamie ou bien une plasmogamie. Vous pouvez écrire ici plasmogamie, c'est la même chose. Alors ce schéma, c'est ce que je vous ai expliqué dans la première partie de ce cours. Je vous ai parlé de la fusion des cytoplasmes ou bien plasmogamie. Donc revenez à ce schéma pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Donc ici, il n'y a pas de formation de gamétocystes. Notez bien ça. Chez les basidiomycètes, il n'y a pas de formation de gamétocyste mâle ou de gamétocyste femelle. Ça n'existe pas. Il y a seulement fusion des extrémités de ces filaments opposés, de sexe opposé. Alors le résultat, c'est quoi? Après la plasmogamie, c'est comme ce qu'on vient de voir. La plasmogamie, il va nous donner la formation de filaments dikaryotiques, c'est-à-dire des filaments où les cellules vont porter deux noyaux par cellule. Donc on passe de filaments monokaryotiques à des filaments dikaryotiques. Alors ces filaments dikaryotiques vont se développer, vont se ramifier, vont sortir du sol. Regardez bien ça, ils vont sortir du sol et c'est eux, avec les filaments aussi monokaryotiques qui participent aussi, ils vont nous former ce qu'on a appelé des carpophores ou bien des basidiocarpes, c'est-à-dire les structures de reproduction du champignon, ou ce qu'on appelle le champignon de Monsieur Tout-le-Monde, un chapeau, un pied, etc. Donc, à l'intérieur de ces carpophores, vous avez des filaments, comme je vous ai expliqué auparavant. Donc, vous avez un mélange de filaments, à la fois dikaryotiques et monokaryotiques, les deux. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la reproduction. Alors, à un certain stade de maturité, eh bien, la cellule terminale, qu'on voit ici, la cellule terminale d'un filament dikaryotique, eh bien, les deux noyaux vont fusionner. C'est la karyogamie. Donc, ça nous donne un noyau diploïde ici. Alors, ce noyau diploïde va subir ensuite la méiose. Donc, il y a toujours karyogamie suivie après de la méiose. Donc, voilà la méiose, va nous donner 4 noyaux haploïdes qui vont après se déplacer aux extrémités de cette grande cellule qui est la baside et nous donner les basidiospores haploïdes. Et ces basidiospores peuvent tomber dans le sol, ils sont là, voilà, et germer à nouveau pour donner des mycéliums haploïdes, monokaryotiques. Donc voilà comment ça se passe, le cycle de développement chez les Basidiomycota. Alors nous avons ici donc une sorte de mycélium primaire, qui est une sorte de gamétophyte si on veut, puis après le sporophyte primaire ici, le sporophyte primaire représenté par un mycélium secondaire à N plus N, mycélium secondaire, c'est-à-dire dikaryotique. Et enfin, vous avez donc un mycélium ici qui est formé par des noyaux diploïdes et qui correspond au sporophyte secondaire. Donc, c'est-à-dire un cycle avec 3 générations. Un mycélium primaire haploïde,
un mycélium dikaryotique à N plus N et un mycélium diploïde. Donc 3 générations différentes. Alors c'est le même schéma ici, c'est le même exemple, Agaricus, mais simplement avec des couleurs ici. Alors c'est la même chose. Alors ce qui se passe dans le sol, c'est ça. Là on est dans le sol, nous avons des spores, des basidiospores, petit a et grand a si vous voulez, ou plus et moins, pareil, qui vont germer, vont donner le mycélium primaire qu'on a appelé mycélium primaire haploïde, c'est ça, mycélium primaire de type sexuel moins, type sexuel plus, donc ils vont germer. Et après il y a la fusion, la plasmogamie, la fusion des cellules, d'accord, terminales de ces filaments. Et la plasmogamie, ça nous donne, on passe de stade N à N plus N, c'est-à-dire à des filaments dikaryotiques. C'est très important. Donc on est passé de mycélium primaire monokaryotique à un mycélium secondaire dikaryotique. D'accord? C'est donc une deuxième génération. Alors ensuite, les deux noyaux de la cellule terminale ici, bien sûr. Alors d'abord, ces filaments dikaryotiques, ils vont se développer, comme je disais, ils vont se ramifier, etc. Ils vont sortir du sol et nous donner ces basidiocarpes, ou ces carpophores, comme on appelait, c'est-à-dire le champignon en général qu'on consomme, c'est ça. C'est la partie externe. Et dans ce chapeau, surtout dans cette partie-là, au niveau de ces lamelles, eh bien c'est là où les deux noyaux ici vont fusionner, d'accord, dans cette cellule-là qu'on appelle baside. Donc les deux noyaux vont fusionner, c'est-à-dire par karyogamie. Donc on passe de N plus N à 2N. Donc c'est là. Donc on passe à des cellules diploïdes. Alors là, on a changé de mycélium. On est passé de mycélium secondaire dikaryon à un mycélium diploïde. Alors ce mycélium diploïde, c'est la troisième génération. Et ce noyau diploïde va subir la méiose pour nous donner donc 4 cellules haploïdes, ici 4 noyaux haploïdes, qui vont évidemment se transformer en basidiospores haploïdes, libérés par la suite et vont retomber sur le sol et le cycle peut continuer donc en donnant des mycéliums primaires haploïdes. Donc c'est un cycle, comme je disais, avec 3 types de générations trigénétiques. Donc une génération qui correspond au mycélium primaire haploïde. Deuxième génération, c'est le mycélium dikaryotique à N plus N. Et la troisième génération, c'est le mycélium diploïde. Je vous remercie pour votre attention.